pratique de l'arbitrage est aujourd'hui une réalité dans l'espace OHADA. Quant à la mission consultative, la CCJA s'en est convenablement acquittée. Troisièmement, activité de formation, de documentation et de recherche. La conférence des chefs d'État et de gouvernement se félicite de ce que l'École régionale supérieure de la magistrature, ERSUMA, créée pour assurer les activités de formation, de documentation et de recherche, a accompli une œuvre considérable, tant en ce qui concerne le renforcement des connaissances et pratiques du droit OHADA que pour ce qui est de la diffusion du savoir dans les disciplines nouvelles. Quatrièmement, gouvernance institutionnelle. La conférence des chefs d'État et de gouvernement constate qu'en vue d'améliorer la gouvernance de l'organisation, un audit institutionnel réalisé courant 2008 a donné lieu à des recommandations dont la mise en œuvre s'est traduite entre autres par des révisions successives du règlement financier, l'élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables, ainsi que par le renforcement des capacités des institutions en ressources humaines. Cinquièmement, politique de coopération. La conférence des chefs d'État et de gouvernement se félicite de ce que l'OHADA a obtenu l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Impact économique. La conférence des chefs d'État et de gouvernement constate avec satisfaction que l'espace OHADA, qui constitue actuellement un marché d'environ 225 millions de consommateurs et représente un produit intérieur brut de 275 milliards de dollars américains, connaît une croissance soutenue en dépit des soubresauts de l'économie mondiale. Avec un taux de croissance moyen annuel de 2,74% entre 1985 et 1997 à 4,2% entre 1998 et 2011. Elle se félicite, en outre, de l'amélioration des inducteurs de création d'entreprises, de l'évolution positive des crédits à l'économie et de l'importante progression du niveau des investissements directs étrangers qui se situe entre 5,19 et 6,38% du PIB pour l'espace OHADA, contre les valeurs comprises entre 3,90 et 4,27 pour l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il est l'instrument essentiel de sécurisation juridique et judiciaire des investissements, donc un important facteur d'amélioration du climat des affaires, le droit OHADA a largement contribué à ce résultat. 7. Cadre permanent de concertation. La conférence des chefs d'État et de gouvernement note avec satisfaction la mise en place d'un cadre permanent de concertation avec les organisations africaines d'intégration économique partageant le même espace géographique que l'OHADA dans le souci d'éviter les conflits de normes. Sur les perspectives de développement de l'organisation. Activité normative. La conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de rendre plus opérationnelles les commissions nationales OHADA afin d'améliorer l'élaboration et la mise en œuvre du droit OHADA dans les États parties. Dans ce contexte, soucieuse de créer effectivement un nouveau pôle de développement en Afrique, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrit au Conseil des ministres de poursuivre l'effort d'harmonisation en cours en élaborant, en cas de besoin, des cadres d'orientation. Elle a instruit le Conseil des ministres pour la prise diligente d'actes uniformes dans les matières nouvelles inscrites au programme d'harmonisation de l'organisation, à savoir l'affacturage, le crédit bail, la médiation commerciale, la franchise, la sous-traitance, la co-entreprise, les contrats de partenariat public-privé, le règlement des conflits de loi et la circulation des actes publics, l'objectif étant de proposer des réponses toujours plus appropriées aux besoins de droit des acteurs économiques. Titre 2. Activité de la CCJA. En vue d'optimiser les fonctions juridictionnelles et arbitrales de la juridiction communautaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de mettre en place un mécanisme plus rigoureux de sélection des juges de la CCJA, ainsi que des mécanismes permanents de renforcement des capacités des juges. Activité de l'ERSUMA. La conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrit l'intensification des activités de formation et de recherche en droit OHADA. Elle engage, entre autres, le Conseil des ministres à prendre des dispositions appropriées en vue d'assurer notamment le fonctionnement effectif de l'ERSUMA
du système de formation par visioconférence. Quatrièmement, coopération internationale. Tenant compte de la vocation panafricaine de l'OHADA inscrite dans son traité fondateur, la conférence des chefs d'État et du gouvernement préconise une promotion intense de l'organisation auprès de l'Union africaine à l'effet d'en faire l'outil privilégié de production et de promotion du droit des affaires. La conférence des chefs d'État et de gouvernement exprime sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers de l'OHADA pour leur précieux soutien et formule le vœu de voir cet appui se poursuivre et se renforcer. Suivi de l'impact économique de l'OHADA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de veiller à la mise en place d'un système efficace de collecte d'informations statistiques sur la démographie des entreprises ainsi que d'un mécanisme permanent de suivi-évaluation afin de mesurer l'impact du droit OHADA sur le développement économique des États parties. En conséquence de ce qui précède, la conférence des chefs d'État et de gouvernement note avec satisfaction la contribution importante de l'OHADA à la rationalisation de l'environnement économique des États parties et réaffirme sa confiance dans l'OHADA comme outil technique de raffermissement du progrès économique et du développement. Se félicite de la gouvernance institutionnelle de l'organisation et de la qualité de la coopération institutionnelle avec ses partenaires. Instruit le Conseil des ministres de rechercher en accord avec les autres organisations d'intégration régionale ou sous-régionale des solutions consensuelles aux conflits de normes et de compétences à travers le cadre de concertation déjà créé. Relève la coexistence de deux référentiels comptables dans l'espace géographique OHADA et instruit le Conseil des ministres de poursuivre la révision de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises pour en faire l'unique référentiel en vigueur dans les États parties. Un compte rendu de cette diligence doit être fait au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement après la réunion du comité de concertation prévue pour le mois de décembre 2013. Réaffirme son adhésion au mécanisme de financement autonome de l'OHADA consacré dans les déclarations de Québec 2008 et de N'Djamena 2009 et instruit le Conseil des ministres de prendre toute disposition appropriée pour l'application effective de ce mécanisme. S'engage à œuvrer davantage pour la consolidation des acquis de l'OHADA et pour la promotion de l'organisation. Fait à Ouagadougou le 17 octobre 2013 pour la conférence des chefs d'État et du gouvernement, le président en exercice, son Excellence, M. Blaise Compaoré. Nous reviendrons plus en détail sur ce déplacement du président de la République à Ouagadougou dans notre édition de demain. Et ce communiqué du secrétaire général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant remise gracieuse de peine. Ainsi, au terme de ce décret, des remises gracieuses de peine sont accordées à l'occasion de la fête d'Aïd el-Kébir, dite fête de Tabaski, dans les conditions définies ci-après. Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine de la totalité de la peine qui lui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, de 12 mois si la peine prononcée est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans, de 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans, de 20 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 7 ans, de 2 ans si la peine prononcée est supérieure à 7 ans. Les remises gracieuses prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions si après vol commis avec au moins 3 circonstances aggravantes, fausse monnaie, détournement de deniers publics, trafic de drogue, corruption, trafic d'influence ou concussion, terrorisme et financement du terrorisme, crime d'esclavage, meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement, attentat aux mœurs, viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineurs de même sexe, outrage public à la pudeur, évasion, blanchiment de capitaux, abus des biens sociaux,
Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes, quelle que soit la nature de la peine. Nonobstant les dispositions ci-dessus bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses et sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 60 ans ou plus, les malades mentaux. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise de peine s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuites pénales pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Le procureur de la République et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes de bénéficiaires avant toute mise en liberté. Suite de cette édition avec la Fondation Tatalin Iyali de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, qui est en partenariat avec l'ONG Helfen in Not, a offert une importante quantité de vivres à l'orphelinat samaritain de Kwarategi. Il s'agit à travers ce geste de contribuer à l'amélioration du bien-être des enfants orphelins et des enfants en difficulté accueillis par ce centre. Rabi Bako, Momonikado. Comme il est de tradition à la Fondation Tatalin Iyali de la Première Dame Dr Malika Issoufou d'assister les personnes démunies à chaque fête musulmane, il a été procédé hier au foyer d'accueil des enfants orphelins et enfants en difficulté de Kwarategi, la remise d'une importante quantité de vivres composés d'huile végétale, du riz et de pâtes alimentaires. Ces dons offerts par l'ONG Helfen in Not en collaboration avec la Fondation Tatalin Iyali visent à améliorer les conditions de vie des enfants orphelins. Nous sommes ici depuis environ 2 jours déjà. Hier, c'était la journée de fête. On profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de la Tabaski à toute la population nigérienne. Et aussi profiter de cette occasion pour envoyer nos remerciements à la Première Dame, Dr Malika, qui nous assiste très fortement et qui nous accorde un appui franchement direct depuis qu'on est sur le territoire. On était venu avec un certain nombre de plans et on a pu les réaliser, mais elle nous a invités à faire d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans cet orphelinat. C'est elle qui nous a parlé de cet orphelinat, de ce centre. C'est elle qui nous a conseillé de venir ici. Et c'est avec son apport et son appui qu'on est venu ici pour aider nos frères, les orphelins qui vivent ici. Au nom de tous les enfants, la directrice de l'orphelinat samaritain a tenu à dire merci à la Première Dame, Dr Malika Issoufou, et à l'ONG Helfen pour ce geste combien noble. L'orphelinat OBS, l'orphelinat Le Bon Samaritain, nous disons merci à notre chère Première Dame, Dr Malika Issoufou. Au nom de tous les enfants et de notre directeur qui n'est pas là, il est en tournée missionnaire, donc nous vous disons merci. L'assistance aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables constitue l'une des priorités de la Fondation Tatalin Iyali. C'est ainsi que sur initiative de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, plusieurs actions de ce genre ont été menées par l'ONG Helfen à Niamey et à l'intérieur du pays. On peut retenir entre autres la distribution de viande à Bangla Karma ainsi que dans les régions de Maradi et Zender pour permettre aux populations nécessiteuses de fêter Tabaski. À noter que ces actions seront poursuivies dans d'autres localités du pays. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, a reçu cet après-midi les copies figurées des lettres de créance de plusieurs ambassadeurs et représentants des organisations internationales et sous-régionales. Il s'agit en premier lieu de M. Paul Mathias Paula en sa qualité d'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne accrédité auprès de la République du Niger. Ensuite, ce fut le tour de M. Dimitri Sagna en sa qualité de directeur de la Commission économique pour l'Afrique de l'Ouest. Et enfin de Mme Léontine Kaboré en sa qualité de consul général du Burkina Faso auprès de la République du Niger.
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation organise depuis ce matin au Palais de Congrès de Niamey la 4e édition de la Fête de la Science. Cette édition met en exergue l'eau. La question de l'eau, sa distribution et sa disponibilité seront les thèmes évoqués entre autres. Sadi Sanda, Mahamadou Adamou. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en collaboration avec le ministère de l'Hydraulique et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger, cette 4e édition de la Fête de la Science a prévu tout au long de la semaine du 17 au 25 octobre des conférences, expositions, visites et projections de films ainsi que des journées portes ouvertes sur divers thèmes relatifs à l'eau, au changement climatique, à l'hygiène et l'assainissement, entre autres. La Fête de la Science que nous organisons aujourd'hui pour la 4e fois consécutive est une déclinaison de cette politique. À travers cette Fête de la Science, mon souhait le plus ardent est de rapprocher les citoyens nigériens de la science. Je souhaite en particulier que les jeunes s'en approprient et s'engagent avec enthousiasme dans les métiers de la recherche, de la technologie et de l'innovation. Vous conviendrez aussi avec moi que cela rentre largement dans le programme de la Renaissance comme l'a voulu son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'ambassadeur de France a réitéré sa détermination quant à la consolidation des liens de coopération avec le Niger, particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les assises de la recherche de l'université de Niamey se sont déroulées la semaine passée. La Fête de la Science en est, d'une certaine manière, la poursuite et le contrepoint. La poursuite, car l'animation scientifique participe de la valorisation de la recherche, et le contrepoint parce que les assises faisaient un bilan de la production de savoirs spécifiques entre pairs, alors que la Fête de la Science va à la rencontre des publics pour traduire en langage simple des concepts et procédés parfois complexes. Espérons que la diffusion des savoirs techniques scientifiques sur l'eau, qui est la principale source de vie, contribuera à sensibiliser un large public composé essentiellement d'élèves, d'étudiants et d'enseignants. Restons avec la coopération française. Inauguration ce matin à la base aérienne 101 de Niamey, du hangar devant abriter des hélicoptères Gazelle de combat de l'armée nigérienne. La construction de cette infrastructure d'un montant de 270 millions de francs CFA a été financée par la France. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense nationale en présence du chef d'état-major des armées françaises et nigériennes ainsi que de plusieurs autres personnalités militaires. Moussa Mani et Tahirou Hassan. Cette coupure du ruban entre l'ambassadeur de France au Niger, Christophe Bouchard, et le ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidjo, inaugure désormais le hangar Gazelle de la base aérienne 101 de Niamey. Un hangar qui servira d'abri et de maintenance aux 3 hélicoptères de type Gazelle SA-342L1, un don de la République française à la République du Niger. Des appareils réceptionnés le 28 mars 2013 à cette même base aérienne 101 de Niamey. Une action entrant dans le cadre de la continuité de ce projet ambitieux de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité par la France. Issu d'un projet ambitieux initié il y a 1 an, la construction d'un hangar dédié à la maintenance des gazelles s'est achevée il y a quelques semaines. Ce hangar, d'une capacité de 6 aéronefs, démontre toute l'importance accordée par la France au plan de renforcement en cours. L'équipement de ce hangar va se poursuivre dans les semaines et dans les mois à venir et devrait permettre aux mécaniciens et aux équipages de travailler efficacement et dans les meilleures conditions de sécurité. Je souhaite que cette zone aéronautique Gazelle, avec son hangar et son parking que nous inaugurons aujourd'hui, puisse contribuer pleinement à l'atteinte de nos objectifs communs. Pour le ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidjo, ce geste témoigne de l'excellence de la coopération entre la France et le Niger et au-delà. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, au-delà de l'excellence des relations qui lient nos 2 pays, c'est aussi grâce à votre engagement, à votre participation active et au soutien de la Direction de coopération sécurité défense qu'il nous a été possible de lancer les travaux
qui ont vu s'ériger en 7 places ce hangar de 875 mètres carrés pouvant abriter jusqu'à 6 hélicoptères Gazelle et qui jouxte un parking de 2500 mètres carrés, celui-là même qui accueille la présente cérémonie. L'ensemble de l'ouvrage, d'un coût total de 260 000 €, soit environ 270 millions de francs CFA, est entièrement financé par la France. L'ensemble, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, cet ouvrage vient compléter le volet Niger 1 de ce dossier Gazelle qui comprend 3 hélicoptères Gazelle SA-342 L1, la formation et la qualification de 6 pilotes sur le type, la qualification de 6 mécaniciens déjà en charge de la maintenance des 3 hélicoptères Gazelle. Le volet Niger 2 débutera le 4 novembre 2013, plaise à Dieu, avec une nouvelle promotion de 3 pilotes à former à Dax, ainsi que 6 autres mécaniciens. Je voudrais saisir cette occasion solennelle, au nom du gouvernement de la République et au nom du président de la République, chef suprême des armées, pour remercier la France pour toutes ses actions de nature à soutenir les efforts du Niger dans le domaine de la sécurité. Pour mieux s'imprégner de la capacité et de l'importance de ce hangar, les personnalités présentes à cette cérémonie ont visité de fond en comble cette infrastructure avant d'immortaliser la cérémonie par cette photo de famille. Restons à la base aérienne 101 et au cours de la même cérémonie, le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillan, a au nom de la France élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur le général de division Séni Garba, chef d'état-major des armées nigériennes, et ceci pour l'importance de son action au profit de la relation bilatérale entre la France et le Niger. Moussa Hamani et Tahirou Hassan. Général de division Séni Garba, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Par cette distinction, c'est tout le Niger et particulièrement les forces armées nigériennes qui se trouvent honorées. En rendant hommage au chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Séni Garba, le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillan, a rappelé les actions et les efforts de cet officier supérieur nigérien dans le renforcement des relations de coopération entre la France et le Niger. Aujourd'hui, c'est en plus un grand plaisir, car je vais décorer un officier général à qui je porte une grande reconnaissance et une grande estime personnelle. Le général de division Séni Garba mérite la reconnaissance de la France pour l'importance de son action au profit de notre relation bilatérale et de notre action commune au Sahel. Depuis plusieurs mois, les armées françaises et nigériennes sont résolument engagées côte à côte dans un combat contre le terrorisme, dans un combat commun mené pour la stabilité du Mali, de la région sahélienne en général. Nous savons pouvoir compter sur vous, mon général, comme vous savez notre détermination à vous accompagner dans votre action. Cette décoration illustre la force des liens qui lient nos deux armées, plus largement nos deux pays, dont l'histoire commune est ancienne et riche. Je suis donc particulièrement fier de pouvoir vous la remettre ici à Niamey, sur cette base aérienne qui symbolise notre coopération opérationnelle. À titre plus personnel, je suis heureux de distinguer un officier très attaché à la France, un officier général hors pair. Mon général, vous avez fréquenté les écoles militaires françaises au long de votre formation d'officier. Saint-Cyr d'abord, promotion capitaine Guilleminot, cours des lieutenants et des capitaines à Montpellier à l'école d'infanterie, puis l'école de guerre, promotion 1997-1998. Plus récemment, votre appui sans faille et l'engagement rapide de l'armée nigérienne ont rendu possible le succès fulgurant de l'opération Serval. Aujourd'hui encore, l'action du bataillon nigérien reste exemplaire au sein de la MINUSMA aux côtés des unités françaises de Serval. Je tiens à rendre hommage à la rigueur et au professionnalisme des soldats nigériens dont la qualité doit être soulignée et rappelée. Notre engagement à poursuivre et à approfondir notre coopération opérationnelle demeure ferme, avec la même ardeur, au service de notre défense commune, au service de l'Afrique. Je sais que nous pourrons continuer à compter sur votre appui dans l'avenir.
Cette distinction méritée renforcera davantage la cohésion des forces armées françaises et nigériennes dans leur combat commun. Le ministre de la Communication des Relations avec les institutions de la République, Yaouza Salisu, a quant à lui effectué ce matin une série de visites à la Cour constitutionnelle et à la Commission nationale des droits humains. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des cadres de ces institutions et renforcer les relations avec le ministère de tutelle. Borik Al-Badia, Askou Jibrilla. La Cour constitutionnelle a constitué la première étape de la visite de prise de contact effectuée ce matin par le ministre chargé des relations avec les institutions de la République. Après avoir été accueilli par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Abdoulaye Diori Kadidjatouli, le ministre Yaouza Salisu s'est ensuite entretenu avec les membres de la Cour en vue de s'enquérir des conditions de travail des agents de la dite institution. La Cour constitutionnelle compte 34 agents, toutes catégories confondues, et 7 membres nommés par décret du président de la République pour un mandat de 6 ans. Le ministre se réjouit du travail remarquable accompli par les membres de la Cour constitutionnelle. L'objectif de ces visites-là, c'est de décliner notre ambition dans le cadre des relations avec les institutions. Et également, vous réaffirmez ou vous affirmez notre volonté de travailler de concert avec vous pour atteindre l'une des priorités du président de la République, El-Hadj Mahamadou Issoufou, c'est-à-dire avoir des institutions fortes et crédibles. La Commission nationale des droits humains a été la deuxième étape de cette série de visites. Le président de la commission, Khalid Ikri, a, après les salutations d'usage, relaté les différentes difficultés auxquelles sont confrontés les membres de la dite commission. Le ministre a rassuré les membres de la CNDH que des solutions idoines seront apportées à leurs préoccupations majeures. Le gouvernement a élaboré un programme qu'on appelle programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels, à travers lequel le gouvernement veut davantage crédibiliser ces institutions-là et donner beaucoup plus de visibilité à ces institutions-là. C'est-à-dire, il faut créer un cadre de dialogue, un cadre de concertation entre les institutions de la République et les citoyens. Parce que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas c'est quoi la CNDH, quelles sont ses attributions, c'est quoi son rôle. Beaucoup de Nigériens ne le connaissent pas. Alors, il faut travailler dans ce sens-là. Il faut faire connaître aux Nigériens la place de la CNDH dans le paysage institutionnel de notre pays. Et c'est dans ce cadre, en tant que ministère chargé des relations avec les institutions, nous avons proposé que l'année qui commence, l'année 2014, nous allons organiser une journée porte ouverte des institutions. Par exemple, au niveau de la CNDH, nous allons prendre un jour avec vous où les Nigériens vont venir vous poser des questions. C'est quoi la CNDH? Qu'est-ce que vous faites? À travers ces visites de prise de contact, un cadre d'échange est créé pour une meilleure visibilité des actions des institutions de la République qui jouent un rôle prépondérant mais souvent méconnu des citoyens. Et dans le cadre des visites de prise de contact du ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité sociale dans les services relevant de son département ministériel, Salisu Ada s'est rendu ce matin à la Direction générale de l'Emploi et la Direction de l'insertion professionnelle des jeunes. Il y était pour constater de visu leurs conditions de travail et leur fonctionnement. Les détails avec Tuari Isaka et Isaka Issa. La Direction générale de l'emploi logée au sein du ministère des enseignements professionnels et techniques fut la première visitée par le ministre. Ensuite, la direction de la promotion de l'emploi et d'appui à l'entrepreneuriat de jeunes et enfin la direction de l'insertion professionnelle de jeunes. Vous l'avez constaté avec nous, il y a le fameux problème des locaux qui vient se poser. Nous pensons que pour qu'on produise du bon travail, il faut que les agents soient mis dans les conditions en tout cas soutenables de travail. Ici, au niveau de la direction de l'insertion professionnelle des jeunes, vous avez vu qu'il manque même des installations d'eau. Et vous avez vu les bidons qui sont des ramasses, avec ça que les gens font recours au gallois pour pouvoir avoir un peu d'eau. Un problème d'alimentation électrique,
Et vous voyez que les locaux sont partagés entre cette direction et un garage que vous voyez de l'autre côté. Je pense que c'est assez des questions qu'il faut régler rapidement pour pouvoir créer les conditions, en tout cas, d'un travail assez productif. Pour le ministre, la direction générale joue un rôle capital car il est chargé de répondre aux fortes demandes d'emploi de jeunes. Alors cette direction, c'est un des éléments fondamentaux sur lesquels repose en tout cas la mission à nous confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et dans le cadre des missions confiées au deuxième gouvernement de la 7e République. La question de l'emploi, c'est une question qui est très sensible et ça fait partie des 8 priorités, en tout cas sur lesquelles repose le programme de la Renaissance. Et c'est une question sensible d'autant plus qu'elle touche les jeunes. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'ils sont nombreux les jeunes, diplômés comme sans diplôme, et qui sont là en train de chômer. Alors il nous faut rapidement voir comment est-ce qu'il faut travailler de façon à pouvoir en tout cas du travail au maximum en tout cas de ces jeunes qui sont là, qui végètent dans les sous-emplois ou disons les chômages. Le ministre a salué le dynamisme du personnel et leur a promis tout son engagement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Dans le cadre du programme d'électrification rurale, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a remis ce matin à la Nigélec du matériel électrique d'une valeur de 300 millions de francs CFA composé de 70 transformateurs et 10 groupes électrogènes, y compris les accessoires indispensables à l'opération d'électrification commandée par la Nigérienne d'électricité à près de 7,8 milliards de francs CFA. Foumaka Godo s'est ensuite rendu au niveau des sites de la Nigélec Niamey 2 et Goudel pour constater l'état d'avancement des travaux de remise en état des moyens de production électrique tombés en panne suite aux incidents de juin dernier. Gérard Abdelaziz à côté Ouagalassan. Cette remise de matériel électrique par le ministre de l'Énergie et du Pétrole Foumaka Godo au directeur général de la Nigélec Khalid Alassane est synonyme d'électrification dans quelques jours de 40 localités. Le matériel composé de 70 transformateurs de 20 et 50 kVA et de 10 groupes électrogènes de 30 et 60 kW a coûté au gouvernement nigérien 300 millions de francs CFA dans le cadre du programme d'électrification rurale. La Nigélec pourra ainsi parachever le programme 2013 pour lequel elle a déjà implanté les poteaux et tiré les câbles nécessaires au niveau des localités concernées. Nous savons que tout cela, c'est peut-être insuffisant, mais vous conviendrez avec nous que de gros efforts sont en train d'être consentis pour aller de plus en plus vers une plus grande couverture des besoins énergétiques de nos populations. Toujours dans le même cadre, un programme va être lancé incessamment entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la Nigélec pour un montant de 25 milliards qui va permettre d'électrifier 14 quartiers de la ville de Niamey qui ne sont pas encore électrifiés, qui va permettre de tirer des lignes électriques et d'électrifier plus de 130 localités. Pour sa part, la Nigélec a déjà débloqué près de 7,8 milliards de francs CFA pour l'acquisition du matériel pour les extensions de réseau et l'électrification rurale. À la Nigélec, on accorde une place de choix au programme d'électrification rurale, une composante importante du programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le ministre a visité le matériel composé essentiellement de câbles, transformateurs, isolateurs et autres accessoires. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole s'est ensuite rendu sur les sites de la Nigélec de Niamey 2 et de Goudel pour s'assurer que les instructions du gouvernement de remettre en état les moyens de production tombés en panne en juin dernier sont suivies. À Niamey 2, les 2 turbines à gaz sont en cours de remontage. Les frais déjà engagés et en cours d'engagement pour la remise en état complet des 2 machines qui a débuté le 3 septembre dernier s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Tandis qu'à Goudel, la remise en état du moteur diesel PC4 est achevée depuis le 15 octobre dernier après 4 mois de travaux. Les frais engagés à ce niveau s'élèvent à un peu plus de 230 millions de francs CFA. Foumaka Godo, qui a d'ailleurs actionné la machine pour l'opération de rodage, est sorti rassurant. Nous constatons que la remise en état des machines est en voie et l'achèvement total de ces réparations interviendra fin novembre ou début décembre. Ainsi, Niamey
ou le réseau de l'Ouest va retrouver le fonctionnement de ces deux groupes avec un troisième, parce qu'initialement, jusque-là, 2011-2012, au niveau de Gambé 2, on n'utilisait qu'un seul des tags. Aujourd'hui, on va réparer le deuxième également. Donc ceci va permettre d'améliorer la couverture en énergie électrique de la ville de Niamey. Avec la remise en état des deux turbines à gaz TAG 20 MW et du moteur diesel PC4 9 MW, l'offre de la Nigélec en présence de la ligne du Nigeria sera de 108 MW pour une pointe annuelle 2013 qui est de 103 MW. L'organisation non gouvernementale Action en faveur de l'élimination du travail des enfants au Niger, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Niger, a procédé ce matin au lancement des 5e journées d'information et de sensibilisation sur l'ordonnance numéro 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger. Le but poursuivi par cette formation organisée à l'intention des acteurs intervenant dans le domaine des droits et des leaders, religieux et de les familiariser au contenu de cette ordonnance. Maria Madakou Hamaniseni. Cette session de formation des leaders d'associations religieuses, des officiers de police judiciaire, des transporteurs et des organisations de la société civile intervenant dans le cadre de la défense des droits humains se veut un cadre pour informer et sensibiliser ces acteurs de première ligne sur l'ordonnance relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger. À travers ces journées d'échange, il s'agit de faire connaître le contenu de cette ordonnance adoptée depuis 2010 par le gouvernement. En décembre 2010, notre pays a pris la décision historique concernant ce phénomène, celle qui consiste à adopter une législation spécifique contre la traite des personnes, notamment l'ordonnance 2010-86. Il s'agit là assurément d'une avancée significative dans la marche vers le respect des engagements régionaux et internationaux à la matière. Cependant, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de cette ordonnance, nous sommes toujours, il me semble, au stade de départ. Notre souhait est que l'on passe à l'action. Ces journées d'information et de sensibilisation, j'en suis persuadé, s'inscrivent dans cette perspective, car les acteurs clés ici présents auront l'opportunité de se familiariser avec la loi sur la lutte contre la traite des personnes et la dissémineront. La traite des êtres humains constitue un drame, un fléau universel s'attaquant à la dignité et l'intégrité de l'être humain. Raison pour laquelle le représentant du ministre de la Justice a réaffirmé le soutien des autorités actuelles à cette initiative. La rencontre qui vous réunit aujourd'hui a pour objectif de vous informer et sensibiliser en votre qualité de leader d'association islamique, de maître coranique sur l'ordonnance numéro 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger et sur les mécanismes de référencement des victimes. Le gouvernement du Niger soutient pleinement cette initiative destinée à outiller les groupes cibles identifiés en matière de lutte contre la traite des personnes. Je vous exhorte donc à partager les connaissances que vous allez acquérir avec ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ces assises. La traite des personnes dans le monde et au Niger en particulier et les mécanismes de lutte contre ce phénomène au niveau national et international sont aussi des thèmes qui seront à développer au cours de ces 5 jours de formation. À l'intérieur du pays, les éléments de la brigade mobile de douane de la région d'Agadez ont saisi la veille de la fête de Tabaski 25 kg de résine de cannabis sur 2 véhicules transportant diverses marchandises prohibées d'une valeur de 160 millions de francs CFA. Le gouverneur de la région d'Agadez est allé en début de matinée pour encourager les forces de défense et de sécurité qui ont effectué cet exploit. Hachim Mohamed, Ibrahim Mariko. C'est au moment où les fidèles musulmans s'apprêtaient à célébrer dans la communion de Karled el-Kebir que les fraudeurs ont choisi pour tenter de déjouer la vigilance des agents chargés de contrôle des routines sur l'axe Agadez-Dirkou.
Mais c'est sans compter avec la détermination des hommes du commandant des brigades de douane par intérim d'Agadez, Issoufou Sabogadou. En effet, lundi 14 octobre aux environs de 14 h, les agents ont repéré 2 véhicules Hilux Toyota flambant neufs sans plaque d'immatriculation, à bord desquels des colis suspects. Le contrôle a révélé la présence de 180 cartons de liqueur et surtout 25 kg de résine de cannabis, d'une valeur de 160 millions de francs CFA. Le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, accompagné du procureur de la République Samna Chebou et d'autres responsables civils et militaires, a entamé la reprise du travail après la fête de Tabaski en visitant ce matin la brigade des douanes d'Agadez où sont entreposés les produits saisis. D'amples explications ont été fournies au gouverneur par le chef de brigade sur la genèse des faits. L'opération elle a eu lieu le 14 aux environs de 14h30. Il s'agit de 2 véhicules Toyota Hilux, à bord 100 cartons de liqueur, gin et 80 cartons de liqueur, du whisky. Également du cannabis d'un poids estimé à 25 kg. Occasion pour le gouverneur de la région d'Agadez, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou et du gouvernement, de féliciter les éléments de douane et de la police nationale en post-séjour sur la route Agadez-Dirkou, des éléments qui ont réussi à effectuer cette opération avec professionnalisme et réaffirmer sa détermination de tout mettre en œuvre pour barrer la route aux trafiquants de tout genre et de les mettre hors d'état de nuire. Pour l'heure, les auteurs sont entre les mains de la police nationale et les marchandises saisies seront rétrocédées à l'État conformément au texte en vigueur. À Niamey, l'Institut supérieur de santé ISS a débuté sa rentrée scolaire de belle manière. L'établissement est également prêt pour l'application dès cette année académique 2013-2014, la nouvelle réforme imposée au secteur par l'Organisation ouest-africaine de santé, une réforme qui impose l'application du système LMD. C'est Soumela Ibrahim et Issoufou Nomo. À l'Institut supérieur de santé, la rentrée académique 2013-2014 est déjà effective dans sa nouvelle donne au niveau supérieur. La première, c'est que conformément aux dispositions de l'UEMOA, à travers l'Organisation ouest-africaine de santé, il y a une révision du curricula qui s'impose à tous les pays de l'UEMOA. Il y a l'introduction notamment du cycle licence, master, doctorat. Comme toute innovation, l'uniformisation de ces enseignements à l'échelle UEMOA entraînera plus ou moins de changements dans les habitudes. Le cycle de licence se fera en 3 années. Chaque année sera composée de 2 semestres. Donc la première année de licence, c'est 12 mois d'enseignement, de stages pratiques et de stages sur le terrain. Il en est de même pour les 2e et 3e années. Donc à partir de ce moment, il faudra que les étudiants qui sont inscrits cette année se rendent compte que ce n'est plus les années qui vont d'octobre en juillet. Ce sera 2 semestres de 6 mois. Donc on va assister, notamment au niveau des parents, que les gens comprennent que l'année ne commence pas en octobre pour prendre fin en juillet. Maintenant, c'est 12 mois d'enseignement. Ces changements peuvent être d'autres ordres. C'est quand même un programme sous-régional. Ça a ses exigences, non seulement du point de vue du contenu de l'enseignement, du point de vue du niveau des formateurs et du point de vue du suivi sur le terrain. Donc il faudra quand même que les étudiants le sachent que c'est des cours, c'est une imposition de l'organisme ouest-africain de santé et il n'y a pas de flexibilité possible. Donc ça amène aussi les différents responsables des établissements, notamment les fondateurs, à insister sur d'abord la qualité des enseignements, le suivi des enseignements, le suivi sur le terrain, que ce soit les stages pratiques ou bien les stages de fonction. L'ISS a d'ores et déjà pris le devant en initiant un master depuis 2010. Nous étions déjà dans cette dynamique. Nous avons déjà, n'est-ce pas, formé un cycle en Master 2 et nous sommes actuellement au 3e cycle de ce Master. Donc, en fait, au niveau de l'institution,
Ce n'est pas quelque chose vraiment de nouveau. Mais au niveau des étudiants et des parents, ils vont constater quand même des changements et nous voulons attirer leur attention sur ce fait-là. Point donc d'inquiétude pour les parents d'élèves, cette innovation n'entraînera aucune incidence sur les frais de formation qui resteront comme à l'ancien système. Dans la région de Zender, la commune rurale de Dogo à la seule à ne pas disposer d'un conseil municipal sur les 266 communes du Niger, placées sous la tutelle d'une délégation spéciale que préside le secrétaire général de Mria, bénéficie d'une attention particulière de ce dernier qui met un accent particulier au niveau des secteurs sociaux de base pour une amélioration significative des conditions de vie des populations. Publié reportage Garba Maman Kabiru et Ali Abdou. Située aussi dans environ 35 km de la ville de Zender, dans le département de Myria, la commune rurale de Dogo est la seule de 266 communes que compte le Niger à ne pas se conformer aux dispositions régissant la décentralisation à travers une communalisation intégrale, se voyant du reste administrée par le biais d'une délégation spéciale confiée au secrétaire général du département de Myria, lequel est conformant aux aspirations légitimes de la population, et cela depuis qu'il préside aux destinées de la commune rurale de Dogo, se déploie à corps et âme pour améliorer significativement les conditions de vie de la population. Les volets hydrauliques par la réhabilitation d'épis, l'éducation par la construction et ou la réhabilitation des classes, la santé par la dotation des CSI en médicaments, ainsi que la réhabilitation des cases de santé sont sans commune mesure les priorités du président de la délégation spéciale de la commune rurale de Dogo. L'un des soucis du gouvernement de la 7e République, c'est vraiment d'assurer une bonne éducation, une bonne santé et maintenant l'éducation aux citoyens nigériens. Nous nous sommes inscrits dans cette logique pour intervenir dans ces secteurs vitaux qui sont la santé, l'éducation et maintenant l'hydraulique. À Dogo, où il a été question de la remise officielle d'un lot important de produits pharmaceutiques sur fonds propres de la commune au 3C6 ce jeudi, le médecin-chef responsable du CSI de Dogo s'est dit satisfait et régi de ce tapis qui vient un tant soit peu soulager leur aire de santé. Vraiment, ce produit que nous venons de réceptionner, c'est un produit vraiment qui va nous permettre d'améliorer, c'est-à-dire la santé de la population. Parce qu'on a constaté que ces derniers temps, vraiment, les CSI ont de sérieux problèmes pour la prise en charge vraiment de certaines pathologies. Les bénéficiaires de ces différents appuis, notamment le chef de canton de Dogo, les responsables de COGES ainsi que les habitants des localités ayant bénéficié de 10 appuis, n'ont pas manqué de réitérer leur profonde gratitude au président de la délégation spéciale de la commune rurale de Dogo, Mohamed Garba, qui n'a que pour priorité l'amélioration de leurs conditions de vie. Occasion pour eux d'adresser également leurs vifs remerciements au président de la République, Youssouf Mamadou, qui sans relâche œuvre en faveur de leur mieux-être à travers son programme de renaissance du Niger. À noter qu'en seulement quelques mois, à la tête de cette commune, ce sont plusieurs millions de francs CFA qui ont été injectés dans les différents secteurs sociaux de base en vue d'une nette amélioration des cadres et conditions de vie des vaillantes populations. Dans le cadre de ces interventions sociales, l'entreprise Barka de Alhaji Mohamed Ibrahim Barka a réalisé un forage pour un coût de 40 millions de francs CFA Action Sociétale qui lui a valu un témoignage officiel de satisfaction, récompense reçue à travers une cérémonie à Menesoroa dans la région de Difa. Adraman Boukari, Adraman Maazou. Dans ces multiples œuvres de bienfaisance en faveur des populations, Waziri Alhaji Mohamed Ibrahim Barka, un opérateur économique de la place, vient cette fois-ci de doter la ville de Maïnesoroa d'un forage d'une capacité de près de 25 mètres cubes d'eau heure, équipé et branché au réseau initial de fourniture d'eau, le tout pour un coût de 40 millions de francs CFA, ce qui du reste a permis aujourd'hui de renforcer la capacité de production en eau de la ville de Maïnesoroa et partant résoudre de manière définitive le problème crucial d'approvisionnement en eau potable auquel les populations étaient assujetties ce dernier temps. C'est donc en reconnaissance à cette œuvre salvatrice réalisée à la grande satisfaction des populations qu'il a été organisé hier après-midi à Maïnesoroa une cérémonie de remise officielle d'un témoignage officiel de satisfaction à ce généreux donateur
qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'action dans la région de Difa. À cette cérémonie grandiose et riche en couleurs qui s'est déroulée dans une ambiance festive sous le rythme de la Ligaïta, retraçant les vraies valeurs artistiques et culturelles du manga, outre la présence des autorités administratives, communales et coutumières, l'on notait également celle de plusieurs notabilités invitées pour la circonstance, ainsi que celle des populations de Maynes-Roi qui se sont fortement mobilisées pour magnifier une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à Wazir El Haji Mohamed Ibrahim Barka pour cet appui venu à point nommé. L'occasion donc pour le chef de canton de Maynes-Roi, l'honorable Gasso Kachalou Abdou, au nom de ses administrés et du sien propre, de réitérer tous ses remerciements à l'endroit de ce généreux donateur avant de l'exhorter à poursuivre avec le même élan, abondant dans le même sens. Le maire Koukouma Gasso a rassuré Waziri qu'au-delà de cette marque de distinction, la population de Maynes-Roi dans son ensemble le soutient et le soutiendra toujours pour cette œuvre inoubliable. Ce fut ensuite cet instant solennel où le préfet du département de Maynes-Roi, M. Oumarou Amadou, a au nom du président de la République, à son excellence Issoufou Mahamadou, de celui du gouvernement, du gouverneur de la région et du sien propre, remis officiellement ce témoignage officiel de satisfaction à Wazir El Haji Mohamed Ibrahim Barka pour avoir réalisé gracieusement ce forage en faveur de la ville de Maynes-Roi. Cette action qui mérite d'être soutenue et encouragée, a-t-il précisé, cadre parfaitement avec les préoccupations des autorités de la 7e République qui font de la question de l'eau une de leurs priorités. Très ému de cette distinction faite à l'endroit de leur famille, El Hajj Moussa Ibrahim a, au nom de leurs récipiendaires, d'abord exprimé toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la présente cérémonie, avant de réaffirmer leur ferme engagement et disponibilité constante à poursuivre ce genre d'action de bienfaisance afin d'accompagner l'État dans ses multiples efforts de recherche du mieux-être des populations nigériennes. Signalons qu'auparavant, le chef de canton de Goudoumaria, tout comme celui de Chetimari, ainsi que le chef par intérim du groupement Peul d'Ambouram Ali et plusieurs autres notabilités qui se sont succédés à la tribune, ont salué cette œuvre de Waziri avant d'inviter les populations à le soutenir dans ses multiples chantiers de bienfaisance. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité, de nous avoir suivis également. Au revoir.